Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus ce soir encore si nombreux à l'Agora des Savoirs. Cette fidélité est impressionnante. Une petite annonce quand même, puisque c'est l'avant-dernière séance ce soir. Donc on achèvera cette nouvelle saison le 31 mai prochain avec Jérôme Sueur, qui est chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, qui mène des recherches en éco-acoustique et qui viendra présenter son beau livre « Une histoire naturelle du silence » publié chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage. Du silence, je ne suis pas sûr qu'il soit question ce soir avec vous, Eva Illouz, puisqu'on va au contraire plutôt s'attacher à comprendre la prolifération de discours populistes et l'expression des émotions en lesquelles ces discours s'ancrent et prennent racine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'Agora des Savoirs. C'est une première fois pour vous ici. Nous sommes vraiment très heureux de vous y accueillir. Vous êtes une des grandes voix de la recherche, du savoir, du débat d'idées contemporains, sociologue, directrice de recherche à l'EHESS. Et si je ne me trompe pas, vous avez enseigné ou vous enseignez en différents endroits du monde, les États-Unis, l'Allemagne, Israël, et puis la Suisse, je crois aussi, et la France, bien évidemment. Vous êtes autrice de plusieurs livres, traduits en français, puisque vous écrivez en anglais. Des livres dont je vais citer les titres comme autant de jalons de votre itinéraire intellectuel. Pourquoi l'amour fait mal, l'expérience amoureuse dans la modernité, c'était au Seuil en 2012. Puis plus récemment, Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Ça, c'était co-signé avec Edgar Cabanas aux éditions Premier Parallèle en 2019. Et puis La fin de l'amour au Seuil, ça c'était plus récemment encore en 2020. Et ce soir, il va être question de votre livre paru au Premier Parallèle, c'est Les émotions contre la démocratie, excellemment traduit par Frédéric Joly, que l'on connaît bien ici, puisqu'il a longtemps dirigé ici une très belle maison d'édition, Climat, et que maintenant c'est devenu un des grands traducteurs de sciences humaines et de sciences sociales en France. Alors les émotions sont au cœur de vos travaux depuis de nombreuses années. Certains de vos livres, on l'a entendu dans le titre, portent sur la conjonction entre émotion et capitalisme, ce que vous avez appelé le capitalisme affectif et les effets que ce capitalisme affectif peut avoir sur nos psychés. Vous avez aussi à travailler sur, et on l'a entendu encore dans les titres tout à l'heure, sur ce qui est de plus intime en nous, le sentiment amoureux ou même la disparition du sentiment amoureux. Ça, c'était pour la fin de l'amour. Et aujourd'hui, donc, dans ce nouvel essai, Les émotions contre la démocratie, vous analysez comment certaines émotions, lorsqu'elles s'entremêlent et quand elles sont utilisées, manipulées par des leaders politiques, des partis, des lobbies, finissent par constituer la matrice, le terreau de ces populismes qui actuellement prolifèrent et triomphent à différents endroits du monde. Alors, en Israël, qui est dans le cadre de ce livre, votre sujet d'étude principal, mais on peut également évoquer la Hongrie, on peut évoquer la Pologne, le Brésil de Bolsonaro ou l'Amérique de Trump, et ce n'est pas parce que ces deux personnages ne sont plus au pouvoir que ces formes de populisme ont pour autant disparu. Et évidemment, on peut aussi évoquer certains courants populistes et tendances populistes en France qui, bien qu'elles ne sont pas encore arrivées au pouvoir, et espérons qu'elles n'y arrivent pas, sont pourtant des cas d'études également très intéressants. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez beaucoup travaillé, et ça sera peut-être ma première question, vous avez beaucoup travaillé sur l'intime, sur la sphère privée, sur la psyché, et ces nouveaux travaux concrétisés dans la publication des émotions contre la démocratie, ces nouveaux travaux qui cette fois-ci s'intéressent à la place et au rôle des émotions dans la sphère publique. Est-ce qu'ils ont découlé naturellement de votre parcours intellectuel de sociologue jusqu'à présent ? Est-ce que c'en est finalement un des jalons logiques ? Ou est-ce que ils se sont imposés à vous avec une urgence peut-être un peu plus particulière ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur à l'envie d'écrire ce livre ? Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée.
Là, oui, vous posez une question à laquelle il m'est parfois difficile de répondre, qui est celle de la genèse d'une idée. Alors, d'abord, vous avez entièrement raison, parce que pendant très longtemps, en fait, le sens de mon travail a été d'éclairer la façon dont l'intime est traversé vraiment par des forces sociales. Et non seulement l'intime, mais ce qu'on appelle la psyché. Et là, il y a vraiment je dirais, pas un conflit, mais une tension entre le mode d'explication psychologique qui nous vient, je pense, le plus naturellement. Quand quelque chose ne va pas bien ou quelque chose nous arrive, on a tendance, je pense, aujourd'hui à regarder la psyché, et puis le mode d'explication ou d'analyse sociologique qui, pendant longtemps, s'est intéressé à des phénomènes comme par exemple les inégalités sociales, l'immigration, le divorce, mais qui n'a pas véritablement approché, qui ne s'est pas approché de la psyché, pensant que ce qui était du domaine de la psyché appartenait au domaine du psychologique. Alors, je vais déjà donner un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire de s'emparer de la psyché en tant que sociologue ? Si quelqu'un m'offense, ma réponse à cette offense va dépendre de la question de savoir si je suis un homme ou une femme, si je crois à une éthique de l'honneur qui exigerait de moi de dégainer mon épée et de provoquer la personne en duel, si je travaille dans une organisation rationnelle où, par exemple, provoquer quelqu'un en duel parce qu'il m'a offensé m'enverrait dans un asile psychiatrique. Donc on voit bien là comment, en fait, je dirais que là, il faut penser à l'intériorité comme étant assez chaotique. Et il y a souvent des noms d'émotions, des idéologies, des normes sur la façon dont on doit réagir, qui fonctionnent un peu comme des aimants. Pensez à des particules flottantes à l'intérieur. On a beaucoup de particules flottantes. Et puis on a des aimants très puissants. Et au moment où vous m'offensez, la façon dont je vais interpréter l'offense et ce que je vais ressentir, est-ce que je vais ressentir de la colère, le désir de me venger, ou bien est-ce que je vais penser que vous êtes ridicule, ou bien est-ce que je vais manifester de l'indifférence, etc. Ces aimants, en fait, c'est la culture, ce sont les normes, c'est la situation sociale. C'est ça qu'un sociologue des émotions comme moi examine. Et c'est dans ce sens-là que on peut faire de la sociologie des émotions. Donc, pour revenir à votre question, je me suis intéressée à la façon dont l'intime, en particulier les relations amoureuses, dont on croit souvent qu'elles sont uniques et exceptionnelles, en fait, comment ces relations intimes sont entièrement traversées par des forces idéologiques et économiques. Donc, ma petite contribution à ce domaine a consisté à montrer comment le capitalisme a transformé de façon assez importante les relations amoureuses. Donc, dans ce sens-là, je dirais que la distinction qu'on fait entre privé et intime n'a pas tellement cours pour moi. Elle a cours dans notre langage quotidien, mais pour moi, il était entièrement naturel ensuite de me demander, de me poser la question de savoir comment des politiques contemporaines mettaient en œuvre des discours et des représentations qui activaient certaines émotions. Étant donné que finalement l'émotion, c'est si vous voulez l'élément central de notre motivation. Qu'est-ce qui fait qu'on va agir dans une situation? Qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir impliqué dans une situation? Ce sont les émotions qu'on ressent. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivée. Alors donc c'était dans ce sens-là, c'était naturel. Mais votre question aussi impliquait, oui, à très juste titre, il y a quand même quelque chose, un événement
déclencheur, je dirais que l'événement déclencheur, ça a été de constater que la démocratie, en fait, dont j'ai toujours pensé de façon assez naïve qu'elle était forcément le régime préféré de tout le monde, à un moment donné, en Israël, ça a basculé et une majorité de gens, surtout de jeunes d'ailleurs, ont déclaré qu'ils ne voyaient pas en la démocratie leur régime préféré. Et donc, ça m'a interpellée. Je me suis demandé finalement qu'est-ce qui fait que le régime politique qui est censé représenter le peuple devient moins aimé par rapport à un régime politique qui est beaucoup plus autoritaire. Il y a quelque chose qui interpelle, il me semble, la pensée. Oui, si je vous ai bien lu, il est urgent de se pencher sur l'étude de ces émotions pour arriver enfin à répondre à une question qui taraude nos démocraties. Comment se fait-il que des populations, dans leur intégralité, ou en tout cas dans leur grande majorité, se mettent à adhérer à des discours de leaders populistes qui leur mentent ouvertement, et il est facile de le prouver, de le démontrer par la raison. Et comment se fait-il également que ces populations adhèrent à des leaders populistes qui mettent en œuvre des politiques qui vont finalement dans le sens inverse de l'intérêt de ces populations, en aggravant par exemple les inégalités dont elles sont victimes. On pourrait croire qu'en démocratie, on vote selon la raison et selon son intérêt bien compris, mais si je vous ai bien lu, ce n'est pas le cas, Eva Illouz. Alors, oui, vous avez entièrement raison. Alors, la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie délibérative, qui est l'idéal démocratique avec lequel on aimerait vivre, repose sur l'hypothèse de la rationalité, dans deux sens tout à fait différents en fait l'un de l'autre. Le premier sens, c'est le sens économique de la rationalité, c'est-à-dire que le citoyen va voter pour la personne qui sert le mieux ses intérêts. Donc ça veut dire dans ce sens-là que les politiciens ont intérêt à véritablement servir l'intérêt général, c'est-à-dire du plus grand nombre, si on vote en fonction de notre intérêt. Donc ça, c'est le sens économique de rationalité. Et puis, il y a un sens, je dirais, plus qu'ancien. C'est l'idée que on va, quand il va y avoir conflit entre différents groupes, on va parler. On va parler juste, et c'est à travers ce dialogue que on va essayer de former un consensus. Et ce consensus va aussi se former à l'aide de faits. À l'aide donc de notre capacité de faire la différence entre le faux et le vrai, et à l'aide de faire des compromis, et à l'aide de pouvoir faire des compromis, à l'aide de pouvoir aussi reconnaître la vérité quand je ne l'ai pas. Donc, il est assez clair aujourd'hui que ce modèle de la démocratie délibérative est entièrement remis en question. Et il est entièrement remis en question, d'abord, comme vous venez de le dire, parce que beaucoup de gens sont totalement séduits par des gens comme Donald Trump, dont, le Washington Post, je ne sais plus le nombre exact, mais il me semble qu'en 4 ans, le Washington Post s'était amusé, si on peut utiliser le mot amusé, à compter le nombre de mensonges délibérés que Trump proférait. Et en 4 ans, il me semble que c'était plusieurs milliers. C'était arrivé au chiffre de 4 ou 5 000 mensonges. Et pendant longtemps, je me suis dit que, en fait, j'étais très, très interpellée par ce fait, tout simplement, d'être indifférent à la vérité. En fait, j'ai compris quelque chose. Il me semble que j'ai compris quelque chose, c'est que pour un grand nombre de gens qui votent pour Trump, le fait même qu'ils mentent est
justement ce qui le rend attirant. Pourquoi ? Donc c'est pas en dépit du fait qu'il mente qu'il le trouve attirant, mais c'est parce qu'il ment qu'il le trouve attirant. Pourquoi ? Parce que il me semble que ce qui se joue aujourd'hui dans les populismes, c'est une division entre les experts, une classe d'experts, c'est ceux qui savent. Hein. Moi, j'en fais partie, mais c'est pas seulement moi, c'est vous, les journalistes, les médecins. On a vu ça pendant la crise du Covid très fortement. Des tas de conseillers, donc toute une classe d'experts, de gens qui se disent avoir un savoir. Et qu'est-ce que c'est ce savoir ? C'est très souvent un savoir sur un groupe de gens qui est celui qu'on veut manipuler, précisément. En fait, c'est une révolte. C'est une révolte contre l'expertise. Et pas seulement. Il y a deux révoltes. Il y a une révolte contre ce qu'on appelle les élites libérales. Mais ces élites libérales, ce sont aussi des élites qui savent. Et cette dimension n'est pas suffisamment mise en relief. D'ailleurs, j'en ai pris conscience davantage dernièrement. Donc ça veut dire que quand Trump ment, ça veut dire qu'il se fiche complètement des règles du discours qui ont été établies par d'autres. Et ces règles du discours, on les a bien vues aussi pendant la crise du Covid. Ça, c'était fascinant de voir à quel point les divisions politiques se sont alignées sur des divisions pro-vaccinales et anti-vaccinales, avec des tas de théories conspirationnistes qui venaient se greffer dessus. En fait, les théories de la conspiration, c'est une forme de contre-savoir. Alors, je ne veux pas du tout que vous croyiez que je suis en train de légitimer du tout cette forme, mais j'essaye simplement de restituer la façon dont ces gens pensent. Donc, le mensonge et le conspirationnisme sont des formes de contre-savoir qui viennent, en anglais on dit mettre le doigt dans l'œil. Mettre le doigt dans l'œil, c'est-à-dire se foutre de la parole des experts. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée aux émotions, c'est que on sait bien, et ça c'est notoire, que ce qui caractérise une émotion, c'est précisément qu'une émotion va beaucoup plus vite qu'un discours rationnel, et que parfois, pour satisfaire une émotion, par exemple la revanche, on est prêt très souvent à sacrifier son propre intérêt. Et je pense qu'il y a beaucoup de cette dynamique qui est en jeu aujourd'hui dans les populismes, où les gens se fichent finalement. Ils se fichent de leur propre intérêt, ou de l'intérêt national, ou de l'intérêt collectif, parce qu'ils ont marre de quelque chose. Je ne suis pas en train de les justifier. Je dis encore une fois simplement ce qui les anime. Donc ces 4 émotions que j'ai identifiées, qui ont cette capacité à renverser le raisonnement et l'intérêt, c'est la peur, le dégoût, le ressentiment et l'amour de la patrie, l'amour de son peuple, enfin d'un peuple réinventé, d'un peuple authentique, pur et non dilué par des minorités. Voilà. Et ces 4 émotions que vous étudiez, vous avez choisi de les étudier à un endroit précis, qui est Israël contemporain. En quoi le populisme, aujourd'hui incarné par Benjamin Netanyahou, vous a paru, lorsque vous avez choisi de vous lancer dans ces travaux, comme, je ne sais pas si on peut parler de paradigme, mais comme en tout cas un modèle explicatif suffisamment universel, suffisamment généralisable pour y consacrer vos travaux. Alors oui, d'abord il faut dire que je crois que Netanyahou est tristement le premier, tout simplement. Netanyahou est un leader politique qui est en place depuis très longtemps. Il n'y a pas de limite en Israël. Depuis 1996, il y a eu ici et là quelques gouvernements qui ne l'ont pas inclus, mais grosso modo, on peut dire que depuis 1996, Netanyahou domine complètement la scène politique israélienne. J'ajouterais que
les leaders politiques s'imitent les uns les autres et s'observent les uns les autres. Et il ne faut surtout pas croire que les frontières nationales définissent des politiques qui seraient en quelque sorte isolées du reste du monde. Ce n'est absolument pas le cas. On peut vraiment parler de style populiste qui s'est constitué non seulement en s'observant, mais en formant des, je dirais peut-être pas des amitiés, mais certainement des alliances. Trump, Netanyahou, Orban et Poutine. Alors, Poutine aujourd'hui, il a un petit peu de problème, mais jusqu'à ce que la guerre en Ukraine soit déclarée, c'était un quatuor. Véritablement, c'était et on peut rajouter, je pense que Bolsonaro et Trump ont beaucoup d'affinités entre eux. Ce sont des hommes qui ont beaucoup de points en commun, qui avaient plaisir à se rencontrer et qui avaient le sentiment entre eux, qui avaient beaucoup plus en commun entre eux que avec d'autres dirigeants social-démocrates. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un phénomène d'imitation des leaders populistes. Alors, je reviens à votre question sur le caractère paradigmatique d'Israël. Je pense en effet qu'il y a quelque chose de paradigmatique en Israël, malgré la situation totalement unique de ce pays. C'est pas un pays chrétien, c'est un pays juif, mais en plus, il a une géopolitique qui est infiniment plus compliquée, plus complexe que celle de la Hongrie ou la Pologne. Le peuple juif a une histoire aussi autrement plus traumatisante et traumatique que celle de beaucoup d'autres pays. Donc j'ai tout à fait conscience de ces différences. Mais c'est peut-être à cause aussi de ces différences qu'on peut parler d'exemplarité. Pourquoi ? Je prends l'exemple de la peur. Alors, dans le livre, par exemple, je mets en lumière le fait que Israël souffre, en quelque sorte, la peur existentielle de disparaître. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'un Français ou un Allemand moyen, c'est très bien, ne comprennent pas. Si demain la France ou l'Allemagne devenait brune, par exemple, je pense que la France ou l'Allemagne n'auraient pas peur de disparaître. En général, un Français ne pense pas que la France va disparaître ou peut disparaître. C'est pas du tout le cas d'un Israélien. Un Israélien pense toujours que son pays peut disparaître. Donc, ça, c'est une peur existentielle qui était consubstantielle à la création même de l'État, qui fait que l'apparatus sécuritaire a constitué l'épine dorsale de la politique israélienne depuis le départ. Ça veut dire que les services secrets et l'armée jouent un rôle absolument fondamental qui n'a pas de parallèle ou d'équivalent dans d'autres pays occidentaux. Ça veut dire donc qu'on peut facilement suspendre l'état de droit pour assurer la sécurité et que la politique elle-même se justifie constamment par la sécurité de l'État et des citoyens. Maintenant, quand on regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis ou en France, etc., on s'aperçoit qu'il y a justement un glissement vers une peur qui devient de plus en plus existentielle. Les Blancs qui votent pour Trump, les suprémacistes blancs qui votent pour Trump, ce sont des gens qui ont peur que l'Amérique blanche chrétienne n'existe plus demain. Le roman de Soumission de Houellebecq, c'est un roman
qui met en scène, qui fictionnalise la peur que la France, telle qu'on la connaît, n'existe plus demain, parce que il y aura un régime islamique qui va islamiste et islamique, qui va se mettre en place et qui va remplacer en fait toute l'identité française. Donc là, c'est un exemple pour montrer en fait le jeu de résonance entre le cas qui est particulier quand même d'Israël, mais montrer comment ces choses-là peuvent se généraliser ou s'exporter, comment il peut y avoir des effets de miroir avec d'autres pays. Ah, mais je prends un autre exemple. Quand Zemmour, il me semble qu'il y a quelques mois, où j'ai plus tellement notion du temps, quand la triste affaire de la jeune fille Lola qui a été assassinée de façon horrible, Zemmour avait parlé de francocide, vous vous rappelez. Un francocide, c'est précisément une tentative, encore une fois, de créer une peur existentielle, c'est-à-dire l'idée que le peuple français va être liquidé. Voilà. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais ça veut dire qu'il y a des analogies et il y a des résonances. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans le livre, c'est de partir du cas israélien et de montrer à chaque fois comment il y a des résonances sur le plan émotionnel avec d'autres cultures politiques. Mais ce qui est aussi passionnant dans votre essai, c'est que vous montrez bien que cette émotion qui est la peur, par exemple, pour rester sur cette première émotion, effectivement, elle est manipulée, elle est instrumentalisée, elle est portée par des discours, mais et vous rencontrez des Israéliens, des Israéliennes, vous faites des enquêtes, des entretiens. Elle s'incarne aussi dans la vie des gens, dans le corps des gens, dans leur manière d'habiter le monde. Je pense à cet entretien que vous avez mené, je crois, avec 3 jeunes femmes. Donc, il y a aussi une peur réelle. Il n'y a pas qu'une instrumentalisation d'une peur manipulée par Netanyahou et son équipe. Alors, une des particularités des émotions, c'est qu'elles sont réelles, que leur objet soit fictif ou pas. Il y a une notion, alors je crois que j'en parle pas dans le livre, mais il y a une notion qui a beaucoup intéressé les philosophes, qui est la notion d'émotion fictionnelle, fictional emotion, émotion fictive ou fictionnelle. Et ce qui a intéressé les philosophes, c'est je lis le roman qui s'appelle Anna Karenina. Je sais que Anna Karenina n'existe pas. Et quand Anna Karenina décide de se suicider, je pleure. Je pleure tout en sachant que l'objet de ma tristesse n'existe pas. Mais mon émotion, elle, est tout à fait réelle. Et je pense que beaucoup d'émotions qu'on peut ressentir quand on est en contact avec des politiciens ou de contenu politique, elles peuvent être tout à fait réelles, même si leur objet ne l'est pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que certains suprémacistes blancs, par exemple, aux États-Unis, ont, je pense, réellement peur de disparaître demain. Donc c'est en ça que la notion d'émotion est très intéressante. C'est qu'elle vous permet de comprendre comment des réalités se constituent, comment des gens en viennent à vivre des choses et à les percevoir comme étant très réelles au travers précisément de cette expérience émotionnelle. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. Et deuxièmement, vous avez tout à fait raison. Dans ce chapitre sur la peur, je suis allée interviewer 3 femmes qui vivent tout à fait à côté de la bande de Gaza. Ça veut dire donc que quand le Hamas
envoient des roquettes ou parfois des ballons. Des ballons qui ont des sortes de... Enfin, des ballons qui transportent des bombes. Elles sont vraiment à côté. À tel point qu'elles ont complètement transformé leur vie quotidienne. Elles ont construit à l'intérieur de leur appartement maintenant une chambre blindée. Cette chambre blindée, c'est l'endroit où elles dorment, même si c'est un endroit qui n'est pas du tout agréable. Il n'y a pas de fenêtre dans une chambre blindée. Elles me disent par exemple qu'elles ne font plus des promenades qu'elles aimaient beaucoup faire dans les champs, et qu'elles ne s'éloignent jamais plus que elles ne s'éloignent jamais plus que 100 ou 200 mètres d'une chambre blindée. Si c'est pas la leur, il faut toujours qu'elles s'assurent qu'elles sont pas loin d'une chambre blindée. En même temps, ces femmes, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, ces 3 femmes étaient celles qui étaient le plus à gauche de tous les gens que j'ai interviewés. C'était celles qui comprenaient le plus les Palestiniens. C'était celles même qui disaient que parfois elles admiraient leur inventivité dans la façon dont qu'ils avaient d'inventer des tas de systèmes pour attaquer l'autre côté. Et donc, si vous voulez, ça m'a amené à me dire qu'il y avait quand même une sorte d'intrusion du réel qui vous force à négocier avec votre émotion et à ne plus être dans l'imaginaire. Et donc, si vous voulez, je dirais qu'il y a des émotions dans lesquelles il y a une grande partie de ce que j'appelle un surplus imaginaire. Le surplus imaginaire, je vais prendre un autre exemple. Alors il me semble que c'était Hervé Lebras qui avait fait une recherche, c'est dans les communes françaises où souvent il y a le moins d'immigrés qu'on va avoir le plus un sentiment anti-immigré. Par contre, à Paris, où il y a un très grand nombre d'immigrés, c'est une des villes où il y a le moins de sentiments anti-immigrés. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je crois que ça a affaire à ce rôle de l'imaginaire dans l'émotion. Une émotion où l'imaginaire joue un très grand rôle, c'est une émotion qui ne négocie plus, si vous voulez, avec le réel, alors qu'il y a des émotions qui sont forcées de négocier davantage avec le réel et de s'apercevoir, par exemple, que ce qui leur fait peur, peut-être leur fait peur, mais n'est pas démoniaque. Donc voilà. Donc je parlerai de surplus imaginaire qui peut exister dans les émotions par rapport à des émotions qui rencontrent le réel. C'est pareil avec le dégoût. L'imagination, puisqu'il s'agit véritablement d'une imagination, l'imagination raciste est une imagination souvent qui n'a pas rencontré véritablement l'objet de son dégoût, ou alors qu'il l'a vu simplement de loin, ou alors qu'il le voit au travers de prismes. À partir du moment où on est amené à partager quelque chose, on s'assied sur des bancs d'école ou d'université avec l'arabe israélien, ou même quand on rencontre un Palestinien, l'objet de notre dégoût va changer. C'est pas l'objet, en fait, c'est la façon dont on imagine cet objet, et l'émotion elle-même va changer. Oui, parce que dans la peur de disparaître qu'éprouvent certains suprématistes blancs, par exemple, il y a aussi cette peur, cet effroi devant le mélange, devant la mixité, qui est le ressort même de cette seconde émotion que vous décrivez dans votre livre, qui est cette notion de dégoût, et qui renvoie Eva Illouz à des schèmes de pensée très ancrés, y compris dans les religions, la séparation entre le pur et l'impur, ce qu'il est licite de toucher, de consommer, ce qui ne l'est pas.
comment aujourd'hui, et ces dernières années, ces dernières décennies, les partis de droite dure en Israël ont instrumentalisé cette émotion qu'est le dégoût. Oui, alors c'est le chapitre où j'examine, il me semble, plus le rôle de la religion. Alors il faut dire qu'au départ, la religion juive est une religion, c'est une religion de prêtrise qui se pratique dans un temple, et les prêtres se doivent d'être purs pour pratiquer en quelque sorte, pour purifier le reste du peuple. Ils le font au nom et du peuple. Quand le temple est détruit et que le judaïsme n'est plus une religion autour d'un temple, mais devient en fait une religion qui se pratique finalement de façon domestique, toutes ces obligations rituelles de purification qui incombaient aux grands prêtres incombent à chaque croyant. Donc, je dirais que la religion juive, peut-être, mais je suis très prudente parce que je ne connais pas suffisamment l'islam, mais de façon, je crois, nette, beaucoup plus que le christianisme, est une religion qui commande la pureté et donc qui commande la séparation entre le pur et l'impur beaucoup plus que les autres religions. Encore une fois, à cause de ce souvenir du temple. Tant qu'une religion est minoritaire, c'est-à-dire que tant qu'une religion, ce type de religion n'implique que la croyance d'une personne, moi, je n'y vois pas du tout de problème. Par exemple, cette idée qu'une femme qui a ses règles est impure et donc qu'on ne peut pas la toucher. Cette idée qu'un cadavre est impur, donc si on appartient à un certain groupe, on ne peut pas toucher de cadavres. Certaines nourritures sont impures, etc. Si on vit en régime démocratique, par exemple la France ou les États-Unis, ce type de pratique religieuse se situe dans la sphère privée et c'est une question de conscience entre les individus, entre eux-mêmes, que les individus ont avec eux-mêmes. Or, en Israël, la religion est institutionnalisée dans l'appareil d'État. Elle joue un très grand rôle. Donc, c'est là, si vous voulez, que le problème se pose, parce que des pratiques qui sont parfaitement admissibles tant qu'elles sont privées deviennent plus problématiques quand elles sont traduites à un niveau collectif. Donc, ça, si vous voulez, c'est mon introduction générale à ce que je vais dire maintenant. Deuxièmement, l'occupation des territoires en Cisjordanie qui commence après 1967, donc après la guerre des 6 jours, a donné naissance à une nouvelle ferveur messianique. Un certain nombre de juifs religieux voient dans la reconquête de certains endroits saints comme Hébron, par exemple, où des patriarches sont enterrés, présumément, ils y voient le signe de la venue du Messie. Ils ont donc une vision messianique, mais pour eux, la venue du Messie n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus. Ils voient ça comme un processus qui se met en place d'abord avec la création de l'État d'Israël en 1948 et ensuite avec 1967 l'occupation des territoires. Et donc il y a un certain nombre de rabbins, je dirais, qui ont donc cette vision messianique, qui sont très différents, il faut le préciser, des ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes, eux, c'est vraiment un autre groupe qui, jusqu'à récemment, se fichait complètement de la politique, qui n'était absolument pas messianiste, certains étaient même antisionistes. Mais ceux-là, par contre,
les messianistes comprennent tout à fait la politique et ils veulent en fait être beaucoup plus impliqués dans les affaires de l'État et ils veulent aussi avoir une victoire définitive sur les Arabes palestiniens. Ce groupe-là a donné naissance, je dirais, à tout un groupe de rabbins messianiques qui ont emprunté des schèmes de pensée religieux qui divisent le pur et l'impur et qui voient comme impur des catégories sociologiques. Ce sont les féministes, moi, les homosexuels, les arabes, les non-juifs. Tout cela rentre dans une catégorie de l'impur. Et c'est ces catégories-là qui, en retour, vont avoir une influence, vont se diffuser, en fait, se diluer, se diffuser dans le discours politique d'extrême droite israélien. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a une généalogie religieuse qu'il faut faire. Et ça pose la question de l'affinité entre les populismes et la religion. Mélanie l'est. Marine Le Pen ne l'est pas. Zemmour l'est plus. Zemmour est fait beaucoup plus référence au christianisme, je pense, que Marine Le Pen. Les évangéliques ont soutenu, ça a été un des grands soutiens de Trump et de Bolsonaro aussi. Voilà. Donc il faut voir que là il y a vraiment un retour de la religion dans les populismes qui se jouent là. Et cette catégorisation comme impure, elle déculpabilise, elle légitime la violence d'une certaine manière, puisqu'elle objectivise les individus visés. Alors, oui, je pense que vous avez absolument raison. Il faut... je pense que très souvent, la violence, et là, c'est pas du tout particulier à Israël, c'est quelque chose qu'on connaît bien de violences ethniques. On sait que les violences ethniques se produisent en général quand le groupe d'en face est diminué ou associé à souvent des animaux dégoûtants. Par exemple, entre les Tutsis et les Hutus, les Tutsis étaient vus comme des cafards par les Hutus. C'est ce qui a permis, je pense, aux Hutus de les massacrer aussi facilement. Alors, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore au massacre. Mais il y a eu quand même des événements qui étaient très inquiétants. Il y a eu des colons qui ont brûlé tout un village de Hawara il y a de cela quelques semaines seulement. Et ce qui permet la violence, c'est précisément le fait qu'on a construit en amont des catégories de gens comme étant impurs auparavant. Oui. Alors, parmi les émotions que vous avez citées tout à l'heure, il y a le ressentiment qui est peut-être la plus complexe ou la plus ambiguë, je crois que vous dites la plus retorse des émotions. Et au sujet du ressentiment, évidemment, on pense tout de suite à Nietzsche. Vous n'êtes pas sur la même ligne que Nietzsche vis-à-vis du ressentiment. Vous lui reconnaissez un intérêt, ou en tout cas un fondement comment dire, positif, où voilà, le ressentiment s'appuie sur un sentiment légitime face à l'injustice. Oui, alors pour Nietzsche, la demande d'égalité qui caractérise les démocraties n'était rien d'autre que du ressentiment, c'est-à-dire de l'envie. Et de l'envie et de l'envie, de la jalousie de l'excellence. En fait, je crois que pour aller vite, c'était un peu ça son idée. C'est que finalement, la démocratie est une médiocratie et que la démocratie veut toujours aplatir et détruire tout ce qui est excellent. Et c'est ça le ressentiment.
Alors, et c'est vrai que les analyses de la démocratie, Tocqueville, par exemple, Tocqueville n'utilise pas le mot de ressentiment, mais Tocqueville aussi avait, bien avant Nietzsche, remarqué que la démocratie était le régime politique qui, sans doute, allait favoriser le plus l'envie. Il parlait d'envie, mais l'envie, c'est une forme, enfin, c'est un des éléments essentiels du ressentiment. Donc, si vous voulez, ce sont des théories qui tendent à voir le ressentiment comme un sentiment illégitime ou honteux. Et là où je suis pas d'accord, si vous voulez, c'est que il me semble que c'est un sentiment quasiment inévitable quand on vit dans un régime qui à la fois prêche ou professe l'égalité ou du moins la méritocratie. Travaillez suffisamment et vous arriverez quelque part, d'un côté, mais de l'autre côté, non seulement perpétue les inégalités, mais les accentue. Et c'est effectivement ce qui s'est passé en Israël, avec l'entrée d'Israël dans la mondialisation dans les années 90. En fait, il y a eu une accentuation très forte, non seulement des inégalités sociales, mais je dirais des différences entre Tel Aviv comme centre urbain laïque cosmopolite, qui était aussi le centre urbain qui était c'est dans Tel Aviv que les élites libérales vivent et profèrent leur discours, les féministes, les homosexuels, comme dans beaucoup de grandes villes dans le monde entier, ce sont des villes qui sont des refuges pour des gens qui ont des opinions politiques à gauche ou des styles de vie qui ne sont pas conventionnels, d'un côté. Mais Tel Aviv devient, j'ai presque envie de dire, commence à partir des années 90 à ruisseler comme d'autres grandes métropoles dans le monde, commence à ruisseler d'argent. Et les gens qui vivent dans la périphérie, pour qui leur situation n'a pas changé et devient même pire, sont obligés d'être les témoins de ce changement phénoménal de Tel Aviv. Et ça, c'est un changement que le sociologue Richard Florida a observé dans beaucoup de villes du monde entier. Beaucoup de villes sont devenues, en fait, des puissances économiques. C'est-à-dire que là, la puissance économique qui avant était située dans des industries qui n'étaient pas dans des villes, cette économie-là change et les villes en tant que villes deviennent, parce que ce sont des centres de consommation, par exemple des loisirs, ces villes-là deviennent des moteurs phénoménaux de création de richesses. C'est ça que les Israéliens voient à partir des années 90. Et c'est là où l'émotion, si vous voulez, rentre en jeu. C'est qu'au lieu d'attribuer ça à la mondialisation, au capitalisme, ils l'attribuent aux élites de gauche qui les exploitent. Et tout ça, c'est un discours qui est façonné par Netanyahou et qui, de façon très intéressante, est tout à fait présent, et je dirais même au cœur du coup judiciaire que le gouvernement actuel d'Israël essaye d'opérer. C'est encore le discours qui se fait entendre est encore le discours de vous, c'est-à-dire les laïcs de Tel Aviv, Ashkenaz, etc. Et vous essayez de nous contrôler, nous, les séfarades, les juifs qui viennent des pays arabes, vous essayez de nous contrôler par le biais de la Cour suprême. Donc c'est un discours qui est très puissant
Et c'est un discours qui est ambivalent parce que il repose sur une véritable inégalité. On ne peut pas nier que l'inégalité existe et qu'elle s'est accentuée avec le temps, d'un côté, mais cette inégalité a été utilisée, manipulée par des gens comme Netanyahou pour déplacer, si vous voulez, pour en déplacer la cause véritable et pour créer du conflit ethnique au sein d'Israël. Donc, il crée une sorte de proto-guerre ethnique qui de larvé est passé à quasiment explicite aujourd'hui. Et le coup de génie des leaders populistes, parce qu'on parle d'Israël, mais c'est valable partout, et ça nous renvoie au début de notre discussion sur la question de la capacité à mentir, c'est de faire croire que ces leaders populistes ne font pas partie des élites et qu'ils sont eux-mêmes du côté des opprimés. Et c'est là que rentre en jeu ce phénomène de victimisation que vous analysez très bien à travers le cas à la fois de Trump ou celui de Netanyahou. Ah oui, alors merci vraiment de me rappeler cet aspect qui est très important. C'est que, en fait, si vous voulez, ce qui est nouveau dans ce ressentiment, c'est que, alors que le ressentiment en tout cas, le ressentiment dont Nietzsche parle et dont à peu près tous les philosophes parlent, c'est en général un ressentiment qui part du bas et vers le haut. Or, le ressentiment auquel on assiste aujourd'hui, c'est un ressentiment qui est très souvent exprimé par des élites, pas moins que par des gens qui ont été exploités ou qui sont en bas de l'échelle sociale. Ça veut dire que Netanyahou, exactement comme Trump, se présente comme des victimes. Trump est passé maître dans l'art d'être victime. On le sait. Il y a à peu près 2 ans, un journaliste américain du New York Times, David Brooks, avait écrit un article. Il était allé... C'était un journaliste conservateur. Il a été traditionnellement républicain. Et il était allé dans une convention du Parti républicain. Donc, il parle à beaucoup de gens. Et il raconte que ce qui l'a frappé, et pour lui, c'est véritablement quelque chose qui a changé l'identité même, l'ADN, comme on dit, du Parti républicain, c'est que tous les gens à qui il parle, il dit... Il y a 30 ans, des sénateurs, des membres du Congrès ou tout simplement même des membres du parti ordinaire se seraient targués de faire partie de l'élite. Et ils revendiquaient même cette identité d'élite en la justifiant toujours par le fait qu'ils avaient travaillé très dur pour être là où ils sont. Il dit, mais tout ce discours n'existe plus. Ils se présentent désormais comme des victimes. Alors que c'était honteux, il y a 30 ans, ils accusaient et ils se moquaient de la gauche, précisément, parce que, disait-il, ce sont les gauchistes qui se présentent comme des victimes. Or, c'était ce discours de victime qu'ils avaient adopté. Donc, si vous voulez, j'analyse ça dans le livre, et il me semble que le déplacement qui s'est fait dans l'émotion du ressentiment, c'est que c'est désormais le discours qu'une élite adopte pour parler de cette victimisation par une autre élite. Et donc c'est en fait un discours entre 2 élites. Quelle est l'autre élite ? Eh bien, là encore, il y a vraiment des similitudes dans les pays. Il s'agit de ceux qui défendent les droits des homosexuels, le droit des femmes, le droit des minorités, le droit des transgenres, etc. Ceux-là sont vus comme dominant en fait la société. Ils sont vus comme dominant les médias, la culture, les institutions judiciaires et
des gens comme Trump ou Netanyahou se présentent comme eux défendant le peuple, hein, c'est ça le populisme, et évidemment le fait même que Trump puisse être pas milliardaire mais millionnaire, ou que Netanyahou vienne de l'establishment ashkénaze, ça ne les empêche absolument pas de se revendiquer comme faisant partie de ce petit peuple pour lequel, en fait, ils ont le plus parfait mépris. La relation qui se construit ensuite entre disons, les électeurs et ces leaders, c'est une relation, là aussi, qui est très émotionnelle. C'est-à-dire que ces gens s'identifient ou identifient ce leader comme un sauveur, comme quelqu'un qui les comprend, comme quelqu'un qui leur redonne leur fierté. Donc il ne s'agit pas du tout de la façon dont souvent les électeurs conçoivent leur relation à un leader politique, c'est-à-dire tant que ce leader politique leur défend leurs intérêts, ils sont avec lui. Une fois qu'ils ne défendent plus leurs intérêts, ils le jettent. C'est pas du tout ça. Là, il y a véritablement une relation affective très forte qui se crée avec ce leader parce que c'est celui qui leur restitue leur fierté et leur dignité face à un groupe imaginaire ou réel, peu importe, qui, lui, les a humiliés et continue de les humilier. Alors, je vois que l'heure tourne et on reviendra peut-être dans les questions du public à la quatrième émotion qui est l'amour de la patrie, qui serait aussi extrêmement éclairante. Mais face à un tableau aussi sombre et on peut avoir l'impression que la situation est un petit peu désespérée. En tout cas, actuellement, aujourd'hui, en Israël, les choses ont l'air plus que compliquées. Et la défaite de la gauche et des forces de progrès semble se confirmer semaine après semaine, mois après mois, année après année. Je crois d'ailleurs que ça fait très longtemps que la gauche n'a pas été au pouvoir et que si on regarde sur les 40 dernières années, elle ne l'a exercé que fort peu. Reste-t-il des motifs d'espérance et surtout sur quelle base, quelles seraient les voies pour commencer à reconstruire à la place de cette société de plus en plus fracturée, cette société de conflits internes et de groupes opposés les uns aux autres? Quelles seraient les voies pour arriver à commencer à poser les bases de ce que le philosophe israélien Avishai Margalit appelle une société décente? Voilà, vous avez posé beaucoup de questions. Alors, pour l'espoir, vous savez, moi je suis chrétienne quand il s'agit d'avoir de l'espoir. Il faut avoir de l'espoir justement quand tout semble perdu. Autrement, la notion d'espoir n'aurait pas de sens. C'est le très beau poème de Charles Péguy sur l'espoir et sur l'espérance. Et j'aurais envie d'ajouter que il me semble qu'un mois avant que le mur de Berlin ne s'écroule, personne ne savait qu'il allait s'écrouler. Et on avait tous le sentiment que ça allait durer pendant des décennies. Donc, enfin, tout ça pour dire en fait qu'on n'en sait rien. Moi, je n'en sais rien. Je crois que personne ou très peu de personnes savaient ou avait le sentiment que le mur de Berlin allait s'écrouler. Ceci dit, il s'agit là d'autre chose quand même, de beaucoup plus compliqué qu'un mur de Berlin, parce que on fait face à un groupe qui devient assez large, hein, qui commence à être assez conséquent, d'idéologues. Et si vous voulez... les démocraties, elles fonctionnent bien tant que tout le monde se fout un peu de la politique, j'ai envie de dire, et que chacun pense à son confort. Et encore une fois, c'est Tocqueville qui avait très bien compris le danger de la démocratie. Il avait dit la démocratie, c'est un régime dans lequel les gens vont chacun ne penser qu'à leur propre confort et à leur propre avancement.
Et ça marche tant qu'il n'y a pas une personne qui est assoiffée de pouvoir. Parce qu'à partir du moment où il y a une personne qui est assoiffée du pouvoir, cette personne, en quelque sorte, va avoir la détermination que les autres n'ont pas. Alors, je vais me contredire et dire que, en même temps, ce qu'on voit se jouer en Israël, c'est une opposition à laquelle personne ne s'attendait. L'opposition elle-même, je pense, ne s'attendait pas du tout à une réaction aussi forte. Mais ce qu'il y a d'intéressant finalement dans cette opposition, c'est qu'elle montre qu'on a d'un côté des idéologues, et les idéologues, le problème, si vous voulez, avec les idéologues, c'est qu'ils gagnent toujours la partie finalement. Je veux dire, que ce soit en Iran ou en Israël, ils gagnent toujours la partie, même s'ils sont minoritaires, parce qu'ils sont beaucoup plus déterminés. Mais il ne faut pas oublier que nous, les démocrates, nous croyons à la démocratie de façon, j'ai envie de dire, en tout cas je parle pour moi, je ne peux pas parler pour les autres, moi j'y crois de façon quasi religieuse. Et il faut, quand la démocratie est en danger, il faut la défendre de façon quasi religieuse, de façon passionnée et en se souvenant que nous défendons aussi, que nous avons aussi des valeurs qui sont absolument sacrées, qui sont les droits de l'homme et de la femme, par exemple. Absolument. Je vous propose maintenant, Eva Illouz, de nous tourner vers la salle, parce que j'imagine qu'il y aura des réactions et des questions. Il y a des micros qui sont prêts à être dégainés au moindre doigt levé, à la moindre main agitée. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Je suis un peu émue de vous poser une question, je vous avoue. J'aimerais revenir sur la fin de votre analyse du ressentiment. En fait, donc vous avez parlé de cette relation affective très forte qui lie les leaders populistes avec leurs électeurs. Et il me semble que cette relation affective avec la figure du sauveur, elle est très infantilisante. Et je me demandais sur quels outils s'appuient les discours populistes pour mettre en place cette relation asymétrique, alors même qu'il y a la dissimulation de leur appartenance à une élite en se victimisant, d'une part, et qu'il y a une remise en question de l'expertise. Donc ils ne peuvent pas s'appuyer sur des outils de nous on sait et vous pas, puisqu'il n'y a pas d'expertise à revendiquer. Ou alors, nous, on est héritier d'une culture, etc., puisqu'il n'y a pas d'élitisme à revendiquer non plus. Sur quels outils, alors, ça s'appuie, cette relation asymétrique ? Merci. Je l'ai dit rapidement. Ça s'appuie, je crois, d'abord et avant tout, sur la reconnaissance, d'abord, qu'on a été les victimes d'une exploitation, de l'inégalité, d'une spoliation culturelle et économique. Et dans ce mouvement de reconnaissance, on restitue aussi à ces groupes le sentiment de leur fierté et leur dignité. Je n'utiliserai pas, mais c'est personnel, évidemment... Vous êtes libre d'utiliser tous les mots que vous voulez, mais je n'utiliserai pas le mot d'infantilisation, parce qu'il me semble que la volonté de restituer sa dignité et sa fierté, c'est pas infantile, je crois pas. Et je crois qu'on a tendance aussi parfois à penser que le camp adverse est plus infantilisé que nous. Je veux dire, les communistes, par exemple, je ne sais pas si les communistes avaient un lien moins infantile à des dirigeants communistes, Staline par exemple, que ces populistes. Donc je crois, moi je m'aventurerai pas à dire que c'est plus ou moins infantile que d'autres. Je dirais que c'est une politique
qui utilisent souvent ce schème de base de la reconnaissance. Ces leaders. Je vois, I see your pain. Je vois que vous souffrez. Je vois, et en fait, très souvent, ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens qui souffrent, et ce sont des gens qui ont été objectivement ignorés par des tas de politiques, et qui non seulement été ignorés, mais, et c'est en ça que c'est une politique complexe, si vous voulez, ce sont des gens, par exemple, qui croient dans la famille traditionnelle, et qui ont le sentiment, parfois à juste titre, que les élites libérales urbaines se moquent de leurs croyances dans les rôles de genre, par exemple, dans les identités masculines et féminines traditionnelles, dans la famille traditionnelle. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est parce que il y a eu des processus culturels et économiques réels qui font que les valeurs se sont divisées. Non seulement les valeurs se sont divisées, c'est-à-dire qu'on a des groupes qui ont déconstruit, pour aller très vite, qui ont vraiment déconstruit des choses qui étaient fondamentales, comme l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, le genre, la famille. Et d'autres groupes pour qui la famille et le rôle de genre restent fondamental à leur identité. Non seulement ça, donc qui comprennent plus. En fait, il y a quelque chose qui est trop rapide dans l'ordre du changement de valeurs et culturelles, mais qui en plus se sentent humiliés de ne pas suivre ce changement. Ils se sentent humiliés, c'est accompagné par des vrais processus économiques de dégradation de leurs conditions de vie. Et il est très facile, à ce moment-là, d'attribuer l'un à l'autre, en fait, alors que les deux sont, en fait, séparés et assez disjoints l'un de l'autre. Et donc, cette politique, si vous voulez, populiste, c'est une politique, alors, oui, je dirais fausse. Pour le coup, j'aurais moins de scrupules à utiliser un mot normatif. C'est une politique de la fausse fierté ou dignité parce que c'est souvent pas accompagné par des vraies politiques qui consisteraient à changer véritablement le statut de ces classes. Ça reste une politique symbolique de l'ordre du discours. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Merci. Tout d'abord, merci pour vos travaux. Ça fait du bien à l'humanité et à la sociologie. Donc, ma question est la suivante. Selon vous, les jeunes peuvent-ils aller à l'encontre de ces tendances, notamment en recherchant la justice sociale et climatique ? Alors, ça dépend de quels jeunes vous parlez, parce que les jeunes israéliens sont beaucoup plus à droite que les gens plus âgés. C'est le seul pays, je crois. Enfin, je connais pas j'ai pas de données statistiques, mais c'est sûrement le cas en France, aux États-Unis. Alors, il y a des sociologues, comme par exemple la sociologue Pippa Norris et Ronald Inglehart, qui pensent que les tumultes qu'on vit maintenant sont en fait des conflits de génération. Et ils pensent que ça va disparaître. En fait, ce sont des conflits qui sont voués à disparaître parce que c'est la génération, en fait, tous ces changements de valeurs sont des changements qui se mettent en place après mai 68, pour aller vite. Et il y a encore un groupe de gens qui ne souscrivent pas à ces nouvelles valeurs, mais les jeunes, ils souscrivent complètement, et donc ils pensent que ces jeunes vont balayer finalement démographiquement, tout simplement, par un effet mécanique de la démographie, ces conflits générationnels. En Israël, c'est pas le cas. Hein. Les jeunes sont beaucoup plus à droite que leurs parents et grands-parents. Ils sont plus à droite, ils sont plus... Quand on leur pose la question de savoir qu'est-ce qui est plus important, d'avoir un pays juif ou un pays démocratique, ils répondent, une majorité répondent pays juif. Alors peut-être qu'ils comprennent pas non plus très bien, je ne sais pas, hein, peut-être qu'ils savent pas ce que c'est que de ne pas vivre dans une démocratie.
Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce que ces jeunes pensent. Donc, en fait, oui, j'ai envie de dire que moi, je trouve... Mais c'est très superficiel, ce que je veux dire. C'est pas du tout la sociologue là qui parle. Je trouve que s'il y a un espoir, c'est dans une nouvelle génération de jeunes qui sont beaucoup plus conscients de ce qu'on leur fait faire et qui sont beaucoup plus prêts à se battre pour ce monde et qui acceptent beaucoup moins les règles telles que les autres les ont décidées. En même temps, le monde devient infiniment plus complexe et plus compliqué. Je veux dire, c'est une chose de se battre contre des capitalistes qui vous font travailler 14 heures dans une mine de charbon. C'est autrement plus compliqué de se battre contre les GAFA et contre ChatGPT. Donc voilà. Donc je n'en sais rien. Voilà. Oui, bonsoir. Merci pour votre exposé. Ça serait pour avoir quelle serait la part des réseaux sociaux sur tout ça? On en parle beaucoup. Pour vous, est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est secondaire? Merci. Alors, je dirais que dans ce livre, je n'ai pas... comment dire? Je n'ai pas théorisé la question, même si beaucoup des exemples que je donne sont des exemples qui sont pris de Facebook ou de Twitter, où je fais une analyse de ces messages qui sont relayés. On sait aussi, parce que des études ont montré que... il y a des études qui Jonathan Haidt, par exemple, pense qu'il y a une dégradation très sévère du discours politique qui est due au fait que les messages qui sont le plus relayés, et ça par contre c'est assez facile à montrer, ce sont les messages qui ont la plus forte la plus forte tonalité émotionnelle, notamment les messages qui expriment l'indignation, la colère, donc les émotions négatives. Des messages qui expriment des émotions négatives ont tendance à devenir beaucoup plus viraux, ça fait bizarre, ont tendance à devenir beaucoup plus viraux que les autres. De plus, il semblerait que les gens qui utilisent ou qui sont beaucoup sur Internet ont tendance à rester dans des bulles informationnelles, c'est-à-dire à ne s'exposer qu'à des opinions qui ressemblent à la leur, ce qui donc amplifierait leur opinion. Et c'est ce qui donne naissance à un phénomène qui préoccupe beaucoup aujourd'hui les politologues, c'est le phénomène de polarisation. La polarisation, ce n'est pas... la polarisation, c'est quand, en fait, il y a déjà quand il y a toutes les nuances de l'échiquier politique qui tendent à disparaître et où on a deux grands pôles qui se forment et qui s'affrontent de façon assez intense. Et c'est certainement le cas aujourd'hui aux États-Unis. Il me semble que c'est de plus en plus le cas en France. C'est certainement le cas aussi en Israël, encore que la gauche a complètement disparu en Israël. Donc c'est un affrontement entre le centre. Ça fait bizarre de dire ça, mais entre quelque chose qui est comme le centre droit même, et l'extrême droite. Et la polarisation, c'est très dangereux pour la démocratie. Ça peut être, on peut penser que ça ressemble à du débat démocratique. C'est pas du tout du débat démocratique, c'est le début de la fin du débat démocratique, justement, parce que la polarisation, ça consiste aussi à délégitimer le camp adverse. Et donc, les réseaux sociaux, je pense, ont contribué. Alors, combien, je ne peux pas exactement vous dire, mais ils ont contribué, c'est indéniable, à ce processus de polarisation, oui.
Bonsoir et merci de vos analyses. Je suis un scientifique et je voudrais faire une observation simple. Il y a une relation entre la destruction de la démocratie et le caractère bicaméral ou pas de la situation. Israël, la Turquie, la Hongrie sont des États à une seule chambre. On va dire le Danemark et la Suède aussi, mais il y a un roi qui équilibre un certain nombre de choses. Les États-Unis et le Brésil sont des États bicaméristes. Il peut y avoir des allers-retours. Donc, en fait, ceux qui veulent la destruction de notre démocratie, ce sont des gens qui ne veulent pas d'intermédiaire avec le leader Maximo et détruire le Sénat. En Israël, on veut détruire la Cour suprême. Donc, on veut détruire les contre-pouvoirs. Ce n'est pas très différent en France, où tout le monde demande à corps et à cri le référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne, etc. On veut avoir raison maintenant, tout de suite. Et c'est ça qui est en fait le plus grand danger de la démocratie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est une hypothèse très intéressante. J'ajouterais qu'en Israël, il y a un système de proportionnel intégral. Ça veut dire que des tout petits partis peuvent jouer un poids disproportionné dans la politique. C'est pas normal. Et alors, j'ai pas compté, je sais pas. Je crois qu'il y a très peu aujourd'hui de systèmes politiques comme ça. Donc ça, c'est déjà premier élément qui pose vraiment problème en Israël. Le fait que des petits... Alors, il y a pas encore très longtemps, on disait, mais ça c'est formidable, ça c'est la vraie démocratie, etc. Je comprends, et c'est vrai, il y a quelque chose de vrai, mais tant qu'il s'agit de petits partis qui sont dans le jeu démocratique, s'il s'agit d'un petit parti qui n'est plus dans le jeu démocratique, comme il semblerait être le cas aujourd'hui, donc c'est un problème. Ensuite... je ferai quand même une différence entre Israël et la France, puisque vous en avez parlé, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'existait pas de constitution d'Israël. Il existe seulement ce qu'on appelle des lois fondamentales, qui sont en fait très facilement changeables. Donc ça, c'est le deuxième élément qui fait que qui a, si vous voulez, un déficit démocratique en Israël. Troisième élément, il y a, je dirais, une donnée, puisqu'on parlait d'institutions politiques, c'est que le gouvernement est formé à partir de systèmes de coalition parlementaire. Ça veut dire qu'il y a très peu de différence dès le départ entre le Parlement et le gouvernement. Il y a très peu de différence. Elle est beaucoup plus atténuée que ce qu'elle est en France. Donc pour toutes ces raisons, je dirais non seulement qu'il y a un déficit démocratique qui depuis le départ en Israël, mais là je vais dire quelque chose de différent de ce que je dis jusqu'à aujourd'hui. Il est assez remarquable et même étonnant que la démocratie israélienne, qui est aussi jeune, est tenue aussi longtemps, finalement. Alors, démocratie imparfaite, puisque j'ai parfaitement conscience qu'il y a quand même le peuple palestinien qui est contrôlé et opprimé depuis 50 ans. Mais quand on pense à tous les déficits dont cette démocratie souffre, il est extraordinaire qu'il n'y ait pas eu un coup, je dirais, je ne sais pas moi, militaire ou d'un autre ordre, autoritaire, qu'il n'y ait pas eu une dérive autoritaire beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite. Il faut regarder la Pologne ou la Hongrie, qui ne sont finalement menacées par personne. Et vous voyez avec quelle rapidité ces pays ont sombré dans des régimes autocratiques. On peut que s'émerveiller, enfin en tout cas moi je m'émerveille qu'Israël ait tenu le coup aussi longtemps. Qu'est-ce qui va maintenant advenir? Je n'en sais rien. Mais il y a des déficits qui sont plus profonds. Voilà, en Israël, c'est ce que je voulais dire. Oui, bonsoir et merci également pour votre intervention. Oui.
Le besoin de sécurité, je crois que c'est le premier besoin d'un être humain, avant même le besoin de se nourrir, hein, depuis Maslow. Eh bien, quand dans une société comme la nôtre, la violence explose et que les gouvernements n'arrivent pas à la juguler, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche, est-ce que c'est pas un boulevard pour les populismes? Je crois que la réponse est dans la question, d'ailleurs. Alors, non, c'est une question très importante et vous avez entièrement raison. Seulement, là, il y a un paradoxe qui est très intéressant. C'est que, et là, je cite aussi dans mon livre un rapport de Amnesty International qui montre que plus les politiques deviennent sécuritaristes, et moins la... plus une politique est sécuritariste et moins la paix sociale est maintenue. Et alors, j'ai fini le livre bien avant le gouvernement actuel, mais c'est très intéressant, c'était fascinant de voir. Moi-même, je suis étonnée quand je dis des choses qui sont vraies ensuite. Parce que c'est exactement ce qui se passe en Israël. Il y a beaucoup plus de violence en Israël depuis qu'il y a un gouvernement qui n'a jamais été aussi sécuritariste que celui-là. Il y a beaucoup plus de confrontations et de violences entre juifs et arabes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il n'est pas sûr, je pose ça comme question, que la solution à un problème de sécurité soit une politique sécuritariste. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Vous avez employé souvent le mot fierté. En Russie, on a souvent dit... Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Ah voilà, la dame avec le pull jaune. Ouais. Donc, on a souvent entendu parler du mot fierté. Et Poutine, d'après certains analystes, a déclaré qu'il avait restitué la fierté aux Russes. Et dernièrement, lors des élections en Turquie, on a parlé souvent de fierté, de renaissance d'un État ottoman, par exemple. Mais comment peut-on croire que la fierté va remplir les assiettes? Excusez-moi d'être aussi terre à terre. Et comment en joue-t-on aussi facilement? Alors, c'est intéressant parce que là, je parlais de fierté au niveau du groupe. C'est-à-dire que dans le contexte israélien, il y a eu la rencontre entre deux groupes ethniques, les Juifs qui venaient d'Europe, Europe de l'Est et de l'Ouest d'un côté, et les Juifs qui sont venus de pays arabes de l'autre. Les Juifs qui sont venus de pays arabes, pour aller très vite, s'en sont beaucoup moins bien sortis en Israël pour des tas de raisons, à la fois culturelles et économiques. Les leaders populistes ont restitué leur fierté en tant que groupe. Pas du tout. Ils n'ont pas du tout travaillé, en tout cas dans le contexte israélien, ils n'ont pas du tout travaillé sur la fierté nationale. Je dirais que c'est même plutôt l'inverse. C'était les Ashkénazes qui, ayant construit le pays, s'identifiaient beaucoup plus aux institutions du pays, et les Juifs en provenance de pays arabes se sentaient beaucoup plus aliénés de ce nationalisme israélien qui ne les concernait pas. Ce dont vous parlez de Poutine et de Erdogan, vous avez absolument raison, et Trump aussi, hein, je veux dire son slogan « Make America Great Again », MAGA, c'est véritablement un slogan nationaliste, qui veut restituer aux États-Unis sa fierté. Hein, c'est ça. Il y a pas autre chose. Hein. Make America Great Again. Et je crois qu'il s'agit là d'un phénomène qui concerne... Alors déjà, il y a une question sur le déclin des États-Unis par rapport à la Chine. Les États-Unis ne savent plus exactement quel rôle ils jouent dans le monde.
En fait, et Erdogan, et Poutine, et Trump, et Zemmour d'ailleurs. Zemmour, c'était la même chose. Vous vous rappelez la vidéo ridicule de Zemmour où il avait parlé au peuple français comme si c'était De Gaulle en noir et enfin, c'est ça. Hein, oui. En fait, ils utilisent tous le même tropisme. C'est un tropisme de la nostalgie du passé glorieux. Qu'on va restituer. Hein. Et je veux dire, quand Trump avait été élu, il y avait eu des tas d'articles qui étaient excellents articles qui étaient sortis dans la presse américaine pour dire America was never great. Les États-Unis n'ont jamais été grands, en fait, avec beaucoup de données. Donc il s'agit véritablement d'une nostalgie de l'empire. Et Brexit. Là encore, j'avais lu une analyse selon laquelle les Brexiteurs étaient ceux qui, à une enquête, avaient répondu qu'ils étaient nostalgiques de l'Empire britannique. Donc on voit bien que ce qu'il y a de commun à tous ces gens-là, là par contre, Israël, c'est pas du tout le cas d'Israël, parce qu'Israël se vit véritablement comme un tout petit État assiégé de partout. Mais tous ces États, ce qu'ils regrettent, c'est un passé impérial. Hein, Poutine, les Turcs, les États-Unis et les Brexiteurs. Voilà. Merci pour votre travail à partir des émotions, que ça me paraît effectivement essentiel. Mais je voudrais revenir on en parle depuis tout à l'heure, mais à l'ingrédient qui me semble essentiel du populisme, qu'est le nationalisme. Comment se fait-il que ce nationalisme, que nos égos, entre autres, soient aussi impuissants à la compréhension que nous serons capables de vivre humainement que si nous sommes capables de vivre ensemble. Enfin, c'est un peu simpliste, mais comment se fait-il que nous soyons aussi bêtes de ne pas comprendre ça, de pas être incapable, d'être incapable de faire une vraie Europe, d'être incapable donc de créer quelque chose qui nous permettrait de dépasser, par exemple, le changement climatique, d'être supérieur au fascisme des gens qui veulent la guerre. Qu'est-ce qui nous empêche d'une union? En fait, ce nationalisme, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je n'ai pas de réponse à votre question. Enfin, je suis sûre que vous-même, vous savez que je ne peux pas y répondre. Mais je vais vous donner quand même un élément minuscule, un tout petit fil de réponse. C'est que je pense qu'en face, il y a des gens, par contre, qui ont tout à fait conscience de leur intérêt et qui savent très bien les défendre. Et je vais expliquer. En Israël, existe depuis 2 décennies 2 think tanks qui sont financés par des milliardaires. Jeff Yass, Arthur Danchik, qui sont des libertariens. Ce sont des gens qui détestent l'idée de l'État. Ça paraît faux, hein, mais ce sont des milliardaires qui détestent l'idée de l'État parce qu'ils détestent payer des impôts. Ils veulent juste pas payer d'impôts. Et ces libertariens, non mais c'est sérieux, hein, et donc ces libertariens associent la gauche à l'État et à l'État-providence. Donc ils ont déversé des centaines de millions de dollars à créer des institutions qui forment de nouveaux cadres intellectuels qui propagent leurs idées. Et je suis sûre que Marion Maréchal a une toute petite idée de ce dont je parle. Ce sont des gens, si vous voulez, il y a des alliances objectives qui se font, hein, ce que Gramsci et les marxistes appellent des alliances objectives. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'entendent pas forcément entre eux, mais qui ont à un moment donné les mêmes intérêts. C'est des gens qui ont des alliances objectives avec des religieux, par exemple. Des religieux fondamentalistes, qu'ils soient chrétiens ou juifs, ou musulmans. Ces religieux fondamentalistes ne veulent pas de l'ordre libéral, social-démocrate, etc. Et donc ils font des alliances objectives.
Ça veut dire donc, je répète ce que j'ai dit, on a en face des gens qui ont, eux, parfaitement conscience de leur intérêt et qui ont les moyens de les défendre. Merci beaucoup de votre conférence. Voilà, c'est moi ici. Merci. Je réfléchis souvent pendant les dernières années sur le rôle des émotions. J'ai l'impression que nous voyons une dichotomie entre raison et émotion qui se déploie de manière un peu perverse, paradoxale. C'est-à-dire, la raison serait en fait la maison de la bonne politique, de la démocratie, du progrès, et les émotions du mal, du ventre, de la méchanceté. Alors que j'ai l'impression qu'il faudrait véritablement comprendre la valeur des émotions dans un sens tout à fait différent, c'est-à-dire l'empathie, le corps, la sensibilité. Et j'ai l'impression que la gauche a raté plusieurs rendez-vous avec les émotions en les laissant dans les mains de l'extrême droite et de la droite. Et qu'il y a encore beaucoup d'espace pour une vision et une gestion des émotions qui ne soit pas aplatie sur cette agressivité et cette violence. Qu'en pensez-vous de ces émotions? Quelqu'un dit les émotions positives. Je n'aime pas le mot positif. Mais... Alors, non, s'il y a bien une notion que j'utilise pas, c'est émotions positives et négatives. Parce que, par exemple, la colère, c'est vraiment les deux. Il n'y a pas de révolution, pas de changement sans l'indignation ou la colère. Donc, alors, déjà, partons du postulat que on peut pas, il n'y a pas de politique bonne ou mauvaise sans émotion, je pense. Et la théorie démocratique elle-même ou la pratique démocratique n'a aucun sens sans émotion. Par exemple, avoir de la compassion pour les plus faibles ou s'indigner des injustices, ce sont des émotions parfaitement démocratiques, encore une fois, sans lesquelles on ne peut pas penser du tout l'action sociale. On ne peut pas être un agent social, une agente sociale sans avoir d'émotions, c'est-à-dire sans... comment dire, sans être impliqué, j'ai envie de dire, sans être impliqué moralement par notre environnement. Donc, ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire, ça c'est un constat, je dirais, empirique, analytique. Maintenant, ça ne veut pas dire... comme alors ce que vous avez dit, Chantal Mouffe par exemple a dit quelque chose de similaire. Quand elle a proposé, elle a dit aussi que la gauche a loupé le coche des émotions, etc., et que la gauche ne doit pas avoir honte du populisme, et qu'elle doit elle aussi avoir une stratégie populiste. C'est pour ça qu'elle est la conseillère aussi de Jean-Luc Mélenchon. Alors moi là, je vous avoue que je suis un peu perplexe parce que je crois, et je vais peut-être vous décevoir, mais je crois vraiment à la raison. Je crois à la raison comme idéal, peut-être pas qu'on peut pas atteindre, mais il me semble que, et sur le plan personnel et sur le plan collectif et politique, il y a vraiment une différence si on postule qu'il y a des décisions qui sont plus rationnelles ou qui font plus appel à notre raison, et des décisions ou des façons de se conduire qui se moquent complètement de la raison et qui ne voient finalement le champ politique que comme un combat de force. Il me semble que c'est ça l'alternative. C'est-à-dire l'alternative, c'est pas entre la raison et les émotions. L'alternative, c'est entre la raison et une vision du politique où c'est le plus fort qui va gagner. Et la raison a un sens si on suppose qu'il n'y a pas que des rapports de force,
qu'il y a aussi, par exemple, dans la crise climatologique, on peut penser qu'il y a une option qui est plus rationnelle qu'une autre. Qu'est-ce que c'est cette option plus rationnelle? C'est la survie de l'espèce, c'est la survie de la Terre. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce fait, déjà. Quand on se met d'accord sur ce fait, il est beaucoup plus aisé d'avoir des politiques en fonction de ça. Si on définit la politique par des émotions, à ce moment-là, la personne qui va vous dire « moi, j'y crois pas à la crise climatique. Et de toutes les façons, je m'en fous que l'espèce humaine survive. Ce qui est important, c'est que moi et ma famille, on vive bien. » C'est tout. Donc, si on ne fait pas appel à la raison, c'est légitime. Comment est-ce qu'on peut finalement contredire une affirmation pareille? On ne peut pas vraiment contredire, il me semble. Voilà. Donc, moi, alors, ça paraît peut-être paradoxal pour quelqu'un qui étudie les émotions et qui leur donne beaucoup d'importance, mais je crois profondément dans l'idéal des Lumières, de la raison. Je pense que vous avez partiellement répondu à ma question, mais c'était vraiment sur, effectivement, le parallèle qu'on peut faire entre l'Israël et la France sur le sentiment nationaliste. Vous en avez un peu parlé, du coup, en répondant tout à l'heure, mais voilà, si monsieur voulait... Mais si on peut observer une similitude dans les enjeux, justement, sur le sentiment nationaliste, ou est-ce qu'il y a des parallèles à faire, ou alors est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Alors, je vais vous dire en quoi il y a pas de parallèle. Israël est la nation la plus patriotique de tout le monde occidental, de loin. Vous demandez à des Français, à des Anglais ou à des Israéliens s'ils sont prêts à mourir pour leur pays. 80% des Israéliens, ou plus de 80%, répondent que oui, ils sont prêts à mourir pour leur pays. Et je les crois, d'ailleurs. Les chiffres sont beaucoup, beaucoup plus bas. Pour des raisons qu'on peut comprendre très facilement, en Europe, le nationalisme est associé encore et profondément avec deux guerres mondiales qui ont été totalement meurtrières. Les Israéliens se vivent comme un tout petit peuple et chacun se voit comme responsable de la survie de ce petit peuple qui est assailli de toutes parts, enfin en tout cas dans l'imaginaire, assailli de toutes parts. Donc le nationalisme en Israël ne fait absolument pas problème, alors qu'il fait problème ici. Donc ça c'est un élément de différence. Où est-ce qu'il y a des parallèles? C'est que Israël, comme tous les pays du monde, et en ça aussi le cas israélien est paradigmatique. En fait, qu'est-ce qui caractérise les démocraties du monde, notamment après la Deuxième Guerre mondiale et notamment après les années 60, c'est que ce sont devenus des démocraties avec de forts flux migratoires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de minorités. Enfin, ça dépend des pays. Hein. Les chiffres ne sont pas les mêmes partout. Mais grosso modo, je dirais que toutes les démocraties occidentales aujourd'hui font face à des minorités, parfois des minorités religieuses, qui remettent en question leur modèle ou qui ne s'adaptent pas très bien, qui ne sont pas assimilés, etc. Hein. Aux États-Unis, c'est les latinos. En Europe, c'est souvent les musulmans. En Israël, ce sont les arabes israéliens qui sont assez isolés, enfin, de la culture et de la société juive. Et là, je crois que c'est véritablement une situation nouvelle dans laquelle les démocraties n'ont pas été. Je veux dire, les démocraties, il ne faut pas oublier, enfin, je veux dire, ça fait vraiment pas longtemps que nous sommes des démocraties. Hein. On a commencé cette expérience, grosso modo, il y a 150 ans. Et encore, si on compte les femmes...
Beaucoup, beaucoup moins. C'est vraiment très récent. Et là, c'est par rapport à ces minorités, par rapport à cette diversité ethnique et religieuse qui n'a pas de précédent. C'est-à-dire, si vous êtes dans l'Empire ottoman, il n'y a aucun problème. Vous êtes une minorité, vous êtes écrasé, vous êtes dans votre enclave. Il n'y a aucun problème. Les empires, ils n'ont pas de problème avec les minorités. Mais les démocraties, c'est différent parce qu'on doit avoir accès à une égalité formelle. Donc il y a une tension très forte entre l'égalité formelle d'un côté et la perpétuation de différences, je dirais, substantielles que les minorités contiennent et entraînent avec elles. Donc, c'est par rapport à cette notion de diversité que les populismes viennent dire, à mon avis, pousse. Non, l'égalité jusque-là. L'égalité, on ne veut pas partager nos ressources avec tout le monde et on ne veut pas que tout le monde soit l'égal de tout le monde. Enfin, je le dis comme ça de façon simple, mais donc, dans certains endroits, ça s'articule autour de la notion des ressources de l'État. Dans d'autres endroits, comme en Israël, ça s'articule autour de la notion véritablement d'égalité formelle. Donc, quand on fait face à cette question de la diversité, c'est là que se reconstruit un peuple pur. Comment il a dit Orban, il y a un an, Orban, il a dit « Nous, les Hongrois, nous n'aimons pas les gens de race mixte ». Ben, il a dit, il a exactement exprimé. Qu'est-ce que c'est les races mixtes? Je ne sais même pas s'il a réfléchi à ce qu'il voulait dire. Hein. Lui, ça veut dire les chrétiens, les juifs, les blancs, les noirs, les musulmans, les chrétiens. Je pense que tout ça, pour lui, c'est les races mixtes. Et c'est ça, en fait, que le populisme exprime, cette peur de la mixité. Et comme réponse à la peur de la mixité, il y a la construction d'un peuple pur, authentique. C'est ça ce nouveau nationalisme. Donc c'est pas exactement le nationalisme, parce que le nationalisme au départ, n'oublions pas, au 19e siècle, au 20e siècle, le nationalisme c'est une fraternité horizontale. C'est vraiment un nouveau projet de fraternité horizontale où tous les peuples, et les Juifs ont été les premiers à profiter, en quelque sorte, à bénéficier, pas profiter, mais à bénéficier de ce nouveau nationalisme, puisque deux communautés qui étaient isolées, ils deviennent des membres de la nation. C'est ça qui se joue dans l'affaire Dreyfus. Hein. Donc c'est pas ce nationalisme-là, on ne parle pas de ça. C'est un nationalisme qui veut affirmer la pureté authentique d'un peuple qui ne serait pas dilué par des sous-groupes. C'est tout. Merci infiniment, Eva Illouz.